Merci, beaucoup. Je le relâche. Vous voyez ici, dont le lit est profond. Et ces deux moines ont pris des vœux, et leur vœu le plus important, c'est surtout, de ne jamais toucher une femme. Les femmes, cet objet qui nous amène directement en enfer, et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Et donc nos deux amis arrivent près de la rivière, et près de la rivière attend une jeune fille, avenante et fort peu vêtue. Le plus jeune des moines prend la jeune fille sur son dos, traverse la rivière, continue son chemin. Et pendant 2 heures, l'autre, plus âgé, se met en rage et peu à peu rumine, la colère lui monte et à un moment il n'en peut plus, il s'arrête, il apostrophe son acolyte, il lui dit « Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as brisé tes vœux les plus sacrés, là, pour quelques minutes à la rivière ?» Le jeune le regarde et lui dit « Cela fait 2 heures que j'ai déposé la jeune fille de l'autre côté de la rivière. Pourquoi la portes-tu encore ?» Alors, ça vous fait rire, mais moi j'ai porté des jeunes filles souvent très longtemps après la rivière, en oubliant d'en profiter quand j'étais en train de traverser la rivière. Mais vous jamais, bien sûr. Je suis certain que vous êtes... Mais donc, pendant cette conférence-ci, je ne parlerai pas de vous, des personnes de Liège en plus, qui savaient vivre l'instant présent, mais je parlerai des gens dits normaux, les gens habituels, ceux de Bruxelles par exemple, qui eux ont du mal à vivre l'instant présent. Et pour vous montrer que vous êtes exceptionnels, d'habitude à Bruxelles, je suis comme ça pour la conférence. Et comme c'est Liège, et que vous êtes beaucoup plus sympathique, j'ai demandé l'autorisation, tout le monde m'a dit que je pouvais venir sans chemise. Alors le programme, il va être tout simple. L'idée, c'est l'instant présent, bien sûr, mais je vais commencer par quels sont les effets d'être absent à nos vies, le contraire de vivre l'instant présent. Est-ce que ça vous arrive peut-être? Et puis, évidemment, que peut-on faire pour mieux vivre l'instant présent avant une petite conclusion? Alors, on va commencer par de la pratique. Je vais vous proposer tout simplement de fixer, par exemple, le slide qui est ici, cette image-là, et pendant 1 minute et demie, de ne rien faire du tout, à part d'observer votre expérience. Donc ne faites rien pendant 1 minute et demie, et quelqu'un il montre avec un chronomètre ici devant, quelque part? Oui? Les secondes? Est-ce que vous pouvez compter 1 minute et demie pour moi? C'est parti? Et donc voilà, la 1 minute et demie est partie. Voilà. Je regarde les gens du duplex aussi, des 2 duplex. Merci d'être là, donc j'avais promis que je regarderais de temps en temps vers la caméra pour prendre soin de vous. Voilà, 1 minute et demie à ne rien faire. Alors j'aurai pas le temps de vous interroger tous, mais si vous étiez des gens de Bruxelles, des gens comme moi, la moyenne de la population, pendant 7 minutes et demie, vous n'auriez pas réussi à ne rien faire. Qu'est-ce que vous auriez fait? Certains d'entre vous se seraient demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? Avec un conférencier qui déjà je perds mon temps là pendant 7 minutes et demie. Personne ne s'est posé cette question. Certains se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je fais l'exercice? Qui s'est posé cette question-là? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je cherchais? Et puis d'autres, peut-être, ont commencé à partir vers les préoccupations du moment. Des choses qui n'ont pas encore été faites, des choses qui restent à faire, peut-être des difficultés, des problèmes, ou alors des choses plus intéressantes que de rester assis dans une pièce pendant 1 minute et demie qui peut sembler, somme toute, assez longue. C'est juste? C'était qu'1 minute et demie, pourtant. C'est long, hein? On me confirme ici que c'est long. 1 minute et demie de votre vie. Et, je passe ici, notre ami Pascal nous dit « Nous ne nous tenons jamais au temps présent, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont pas nôtres et ne pensons point au seul qui nous appartient. » Le seul temps qui nous appartient, c'est l'instant présent. Et la preuve, c'est que même 1 minute et demie d'instant présent pour la plupart d'entre nous, ce n'est déjà pas une chose facile. Vous êtes d'accord? En tout cas, ceux de devant sont d'accord. Les autres, je ne sais pas. Quelques études se sont penchées sur cette propension de notre mental à toujours vagabonder, ce qu'on appelle le vagabondage mental. Notre corps qui est assis ici dans une salle à Liège et notre tête qui se promène beaucoup plus loin, avant, après, et ainsi de suite. Et la question de la recherche scientifique, c'est quels sont les effets de ce vagabondage mental? Est-ce que c'est positif pour nous? Ça pourrait être une forme de créativité, ou est-ce que cela nous amène à être moins heureux? Alors, une recherche très très célèbre qui est publiée dans une des revues les plus prestigieuses, qui s'appelle Nature,
ici dont le titre, je ne sais pas s'il est visible là, qui est « Un esprit vagabond est un esprit malheureux ». Donc le titre lui-même nous dit déjà les conclusions de la recherche. Et qu'ont fait les chercheurs? Ils ont équipé plusieurs milliers de personnes, comme l'ensemble des participants de ce soir, de petits téléphones portables intelligents qui les arrêtaient aléatoirement, régulièrement pendant la journée et la soirée, leur posaient 3 questions. Première question, c'était « Que faites-vous maintenant ?» Alors vous devez répondre « Je suis à une conférence d'Ilos Cotsou ». Deuxième question, « Êtes-vous présent vraiment là? Est-ce que vous pensez à la conférence ou vous pensez à autre chose ?» Et bien sûr, ici, vous auriez dit « On pense à la conférence et à lui, évidemment, mais dans d'autres circonstances, vous auriez dit peut-être « Non, je suis ailleurs, je pense à autre chose ». Et la troisième question était « Quel est votre niveau de bien-être » La question de recherche était bien sûr « Est-ce que notre niveau de bien-être est relié à la nature de l'activité ?» C'est-à-dire qu'une activité plaisante devrait nous rendre heureux, une activité déplaisante malheureux, ou bien est-ce que le bien-être dépendrait plutôt du fait d'être présent? Et la conclusion, puisque l'article le dit, c'est qu'être absent en pensée de là où est notre corps a tendance à nous rendre malheureux. Il pense aussi que c'est vraiment une conséquence, et donc le fait de penser à autre chose, d'être absent, nous rendrait malheureux. Ils ont même déterminé que même si nos vagabondages mentaux étaient positifs, ça ne nous rend pas plus heureux que d'être présents là où nous sommes. Et donc, en d'autres mots, je vous dis ça parce que si vous êtes là, restez avec moi, ça vous rendra plus heureux que penser à autre chose. À un autre conférencier, par exemple, le dernier de la dernière conférence, qui était si bien, lui, et qui avait 2 têtes de plus que moi, par exemple. Alors, ce mode de vagabondage mental, dans les recherches, étonnamment, les recherches nous disent que plus ou moins 50% de notre temps, en moyenne, nous sommes ailleurs que là où nous sommes. C'est terrible, hein? De notre temps de veille, je ne parle pas du sommeil, donc notre temps de veille, plus ou moins 50%. Et les chercheurs disent même que c'est un mode par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend au hasard ici quelques personnes, hommes et femmes, qu'on les met dans ce qu'on appelle vulgairement un scanner, on leur donne aucune tâche particulière, et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau, et puis on va voir certaines zones, certains circuits. C'est juste pour la photo, hein. Ça fait toujours bien d'avoir quelques photos du cerveau dans une conférence, mais elle vient d'un article. Et donc on regarde quel circuit s'allume. C'est ce qu'on appelle le mode par défaut, donc quand vous ne faites rien de particulier. Et on a vu que ce mode par défaut est associé au vagabondage mental, mais il est aussi associé à l'anxiété, aux problèmes attentionnels et à d'autres difficultés psychologiques. Et donc plus vous avez ce mode par défaut qui s'active lorsqu'on ne vous demande pas de faire quelque chose, plus vous vagabondez, moins vous êtes heureux, plus vous êtes à risque de difficultés psychologiques. C'est assez malheureux. Et donc, ça nous amène à cette idée de se prendre la tête, ce que font beaucoup de nos contemporains. On voit que chez les je pense, 25-30 ans, une chercheuse américaine, Suzanne Nolen-Oxema, qui s'est vraiment intéressée à ça, elle dit ils sont près de 3/4 à se prendre trop la tête. Et quand on prend un peu d'âge, on devient un peu plus sage. Et donc, on n'est plus que la moitié, après 45 ans, à se prendre trop la tête. Et donc, ces ruminations, elles sont particulièrement négatives lorsque nous sommes stressés. Ce qui va arriver, c'est que le cerveau fonctionne un peu comme une toile d'araignée. Et donc, il suffit que la journée soit un peu difficile. Imaginons, ça peut vous arriver à vous aussi, au travail, ça n'a pas été évident, il y a eu des embouteillages, les transports en commun sont en grève, vous rentrez chez vous, et tout d'un coup, votre humeur négative, qu'est-ce qu'elle va faire? En tirant sur un seul des fils, ce début d'humeur négative, ça va dérouler dans votre mémoire un ensemble de réseaux qui sont reliés à tout ce qu'il y a de difficile dans votre vie. Et vous allez même faire des liens entre différentes choses négatives de votre vie, même s'il n'y a aucun lien. Notre cerveau est extrêmement bien fait, il fonctionne par analogie, c'est une très belle mécanique, mais qui va faire que dès qu'il y a une petite humeur difficile, eh bien, automatiquement, tout le réseau s'active. Et on sait aujourd'hui que les ruminations, c'est vraiment un facteur qui nous fragilise dans le cadre de la dépression, par exemple. Et vous pouvez être installé tranquillement quelque part, si votre journée a été difficile, votre esprit peut vagabonder très loin. Ça me rappelle une dame de la région d'ici qui me racontait qu'elle n'allait pas bien du tout au travail. Et puis un jour, ce qui lui arrive, elle se rend compte le matin que sa voiture a été enlevée. Et là, vraiment, ça a déclenché une tempête dans son esprit. La journée a été infernale. Elle arrive au bureau, il y a une réunion qui ne se passe pas très bien. Elle a l'impression que son patron lui envoie elle personnellement. Et puis elle fond en larmes. Et suite à ça, elle se lève au milieu de la nuit pour prendre sa voiture, aller au son bureau parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas rangé bien un dossier. Vous imaginez ce qui s'est déclenché? Pourtant, elle n'avait pas de difficulté particulière autre que voilà, ce qui peut arriver à chacun d'entre nous. Et elle raconte même par la suite que le mois d'après, elle était en vacances au Pérou avec sa fille. Et elle dit « J'étais au Pérou, là-haut, c'était magnifique, et pourtant, ma tête était encore à Liège. »
une fois qu'on déroule ce fil, compliquer notre cerveau. Alors on peut finir par être prisonnier de ces vagabondages mentaux, prisonnier de nos pensées, prisonnier de tout ce qui nous amène ailleurs que là où nous sommes. Et cette prison-là, elle est terrible pour nous, pour notre santé, mais elle est également difficile pour nos relations. Puisque lorsque nous sommes perdus dans nos pensées, nous n'avons pas la disponibilité d'être présents aux personnes qui sont là. Imaginez que moi, je suis en train de me dire, tiens, je pourrais avoir le reste de ma conférence, à me poser la question de me dire, oui, mais ma télécommande, pourquoi ça ne fonctionne pas? Qui est-ce qui me l'a vendue? C'est quand même pas honnête. Et puis les gens de la technique, c'est sûrement eux, et ainsi de suite. Et je débiterais ma conférence sur un mode automatique complètement coupé de vous ici, et bien sûr de vous là-bas dans les duplex. Ça serait assez terrible. Et en même temps, non seulement ça, mais de très nombreuses personnes, par exemple, par rapport à leurs enfants, les gens avec qui je travaille me racontent souvent comment le fait de rentrer extrêmement stressés, il leur arrive d'arriver dans la maison puis de crier sur leurs enfants, mais des gens normaux, des gens qui ont un bon cœur, pas pour des raisons objectives, simplement parce qu'ils sont déjà tellement tendus, le moindre petit élément qui va arriver va déclencher en eux une tempête émotionnelle très compliquée. Mais ça ne vous arrive pas à vous, j'en suis sûr. Alors, ici, je vous parle de tout le fait d'être absent à sa vie, donc, tout ce que ça peut nous faire au niveau psychologique, au niveau de nos relations, mais ça a même un effet au niveau de notre corps. Donc la science a pu montrer aujourd'hui que le fait de vagabonder a un effet très concret au niveau du vieillissement. Alors comment est-ce qu'on étudie ça? On va étudier ce qu'on appelle les télomères. Alors le physicien parmi vous, il va sauter sur sa chaise parce que je vais réduire, vraiment je vais être très réducteur, mais on pourrait dire que les télomères sont ce genre de petits capuchons qui protègent l'extrémité des chromosomes. Et lorsque nous sommes stressés, tendus par exemple, eh bien on va voir qu'ils vont perdre, ils vont se raccourcir quelque part. Et on peut dire que la longueur des télomères est un marqueur de vieillissement génétique. Plus vous prenez de l'âge, plus vos télomères se raccourcissent. Et qu'est-ce que l'étude suivante a montré? Elle a montré qu'il y avait un lien direct entre le fait de vagabonder mentalement et la longueur de vos télomères. Alors voilà, lire un graphique, c'est assez simple, sinon c'est que je l'explique mal, mais vous voyez ici, tout à fait à votre gauche, la longueur des télomères, et la barre très longue, c'est les gens qui vagabondent très peu. Et donc quand on vagabonde très peu, on a des télomères beaucoup plus longs que tout à fait à droite, ceux qui vagabondent beaucoup. Donc voilà une étude qui nous dit que non seulement le fait d'être absent à nos vies est mauvais pour nous, psychologiquement, il est mauvais pour nos relations, mais il est même mauvais pour notre corps. Et bien évidemment, il y a un lien, on le sait depuis longtemps, entre nos émotions, notre manière de penser, notre manière de fonctionner mentalement et des paramètres biologiques. Un autre problème assez grave, on a vu donc le fait d'être absent à nos vies, bien sûr, impacte notre qualité de vie à tout niveau, mais un dernier problème, c'est que d'être absent à nos vies, quelque part comme ces fameuses sculptures de singes qui ne voient pas, n'entendent pas, ne ressentent pas, eh bien, c'est que nous sommes tout d'un coup plus présents à tous les bonheurs de l'existence, à toutes les choses belles. Alors, il y a cette citation de Raymond Radiguet que vous connaissez certainement, qui dit « Bonheur, je te reconnus au bruit que tu fis en partant ». Et lorsque nous sommes absents mentalement, lorsque nous sommes pris par nos pensées, eh bien nous passons à côté de tellement de belles choses. Nous passons à côté du sourire de notre compagnon, de notre compagne, à côté de la présence de nos enfants, bien sûr, à côté des relations. Mais nous passons peut-être aussi à côté du magnifique ciel bleu hivernal de Liège. Nous passons peut-être à côté de tellement de choses importantes, à côté du repas, à côté de toutes ces choses qui, à la fin, quelque part, font le bonheur de nos vies. Il y a un poète chinois, je pense que c'est Li Po, qui disait « Le malheur vient de l'inattention aux petites choses et le bonheur vient de l'attention qu'on peut porter aux petites choses de la vie. » Tous ces petits riens qui, à la fin, font que notre vie est une vie qui a du sens, une vie qui vaille la peine d'être vécue. Je vais quand même vérifier si ça... Non, vous me verrez continuellement aller vers l'ordinateur. Alors je reviens vers Pascal, l'ami Pascal, qui est un de ces premiers philosophes qui s'intéresse au bonheur et qui dit que le présent n'est jamais notre fin, le passé et le futur sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. Ainsi, dit-il, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. C'est quand même terrible comme conclusion. De dire donc, la recherche même du bonheur, puisque le fait de partir, de planifier, d'aller ailleurs, c'est bien sûr par notre motivation à être heureux.
On part dans le passé parce qu'on veut apprendre, parce que l'on regrette des malheurs. On va dans le futur parce qu'on aimerait tellement planifier nos bonheurs futurs, mais le fait de faire cela nous empêche en soi d'être heureux. Alors voilà, je n'ai pas pris trop de temps, j'espère, pour parler du côté plus difficile qui est comment notre absence à nos vies nous amène plutôt à être malheureux. Puis la question importante, bien sûr, c'est vivre au présent alors. Qu'est-ce que vivre au présent? Que pouvons-nous faire? Comment peut-on cultiver cette capacité à habiter notre vie pour être plus heureux? Jean-Marc en a parlé déjà un petit peu. Et on pourrait dire que la base de cet entraînement au bonheur, le tout début, c'est le travail sur l'attention, notre capacité à porter attention. Et l'attention, nos capacités attentionnelles sont certainement l'ingrédient le plus important au bonheur, la chose la plus importante. Puisque l'attention, c'est ce qui va nous permettre de prendre conscience de l'expérience de maintenant, vous qui êtes là assis en face de moi, et de toutes les expériences difficiles comme positives de nos vies. Mais on sait aujourd'hui que notre attention est malmenée par une société et un mode de vie qui va voler continuellement l'attention. Alors on peut penser à des choses simples et évidentes. Vous avez certainement près de vous un téléphone portable, connecté à vos amis, connecté à Facebook par exemple, les réseaux sociaux, Internet, la télévision et ainsi de suite, les écrans, sont continuellement en train de capter notre attention, si bien qu'il nous reste très peu d'attention à accorder à l'expérience que nous vivons maintenant. Et la base de l'entraînement au bonheur, pour pouvoir habiter l'expérience du maintenant, c'est de pouvoir choisir où nous portons notre attention. Vous avez vu tout à l'heure que j'avais proposé 1 minute et demie d'instant de rester focalisé là-dessus. Ce n'était pas évident. Notre attention, elle est comme un singe fou qui saute de branche en branche et qui va là où il a bien envie. Et la base de cet entraînement-là, on va le faire tout de suite. Je vais garder mon chronomètre ici. Oui. Et on pourrait reprendre 1 minute et demie, mais de manière différente, pour voir un peu comment nous pourrions commencer à diriger notre attention. Comment le faire? En portant l'attention sur quelque chose de très simple, qui est toujours là. Je parle de quelque chose qui est là depuis le premier inspire de l'enfant que vous étiez quand il est né. Première inspiration. Et qui sera là jusqu'au dernier soupir de la personne, j'espère, très âgée que vous serez. La respiration. Et donc la respiration toujours est là, et la proposition que je vous fais, c'est d'essayer de passer 2 minutes en étant attentif à notre souffle, rien d'autre que ça. Mais alors à la différence de tout à l'heure, c'est d'être tellement attentif qu'au moment où vos pensées, votre mental vagabond vous entraînera ailleurs, eh bien ce que vous faites, c'est que vous observez, tiens, j'étais parti ailleurs, à mon repas, à mes activités, et vous ramenez votre attention à votre respiration. Et puis si vous êtes une personne comme les personnes de Bruxelles et comme moi, eh bien il arrivera 10-20 secondes après de nouveau, votre mental repartira quelque part dans le passé, dans le futur, dans une préoccupation. Et notre travail, c'est simplement de le remarquer et de rediriger l'attention sur la respiration. Et donc c'est vraiment un travail qu'on va appeler de flexibilité attentionnelle, où on va se désengager de ce mental un peu fou qui part dans les préoccupations du passé, du futur, et on va se réengager dans le moment présent, dans quelque chose de tellement simple et qui est toujours là. On est parti? C'est parti. Et donc 2 minutes. Et pour vous aider, je vous rappelle que si votre mental est parti ailleurs, simplement il suffit de le ramener là et de vous reconcentrer sur les sensations de la respiration ou de la gorge qui gratte, de la toux. Tout ça, ça peut nous aider à revenir à notre moment présent. Est-ce que vous êtes toujours bien là? Et si vous étiez parti ailleurs, revenir de nouveau à la respiration?
Alors j'ai monsieur devant qui me dit que c'est 2 minutes. Monsieur derrière, oui, c'est 2 minutes, c'est confirmé. Voilà 2 minutes. 2 minutes d'entraînement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé chez moi? À un moment, je regarde ici mon ami échevin de la ville qui était là. Je me dis, est-ce qu'il dort? Hop, ma pensée s'en va ailleurs. Puis je reviens à ma respiration. Puis je vous regarde, et puis tout d'un coup, je vois 2 dames qui rigolent. Et je me dis, est-ce qu'au moins je suis clair dans mon exercice? Ma pensée s'en va ailleurs. Et vous voyez que mes préoccupations, elles ne partent peut-être pas très loin, mais elles m'entraînent malgré tout ailleurs de l'expérience que je m'étais proposé de fréquenter, qui était ma propre respiration. Et donc voilà, tout le travail est tout simple. Ce n'est pas très romantique, mais c'est ça la base de l'entraînement, c'est simplement apprendre à dompter notre attention. Et ça me rappelle une histoire, c'est l'histoire d'un homme dont le travail est d'être bûcheron. C'est un homme qui est plein de bonne volonté, il passe de contrée en contrée en cherchant du travail. Et un jour, il arrive dans un endroit, ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé, et un contremaître l'engage sans référence, il est plein de gratitude, et un matin, il se met au travail. Il prend sa hache, il abat une 50aine d'arbres. Le soir, fourbu et content, il va dormir. Le lendemain, il se relève, plein d'énergie, il n'en abat qu'une 30aine. Il ne se pose pas trop de questions. Le lendemain, il se relève, il n'en a plus que 15. Et là, un peu inquiet, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais me lever plus tôt, il se lève encore plus tôt, il travaille plus fort, il n'abat que 5 ou 6 arbres. Très déçu de lui-même, il va voir le contremaître et lui dit, mais voilà, je suis désolé, vous m'avez fait confiance, mais je ne la méritais pas. Regardez ce que je fais. Je ne suis même plus capable d'abattre une 20aine d'arbres en une journée. Et le contremaître, en souriant, le regarde, prend sa hache et lui dit, as-tu pensé à aiguiser ta hache? Et notre capacité attentionnelle, c'est vraiment cette hache pour le bûcheron. C'est notre outil le plus important. Et nous accordons tellement peu de temps, la majorité d'entre nous, en tout cas les gens de Bruxelles, à notre propre attention. On passe tellement de temps à tellement de choses et tellement peu de temps au seul outil vraiment qui va déterminer notre qualité de vie. Alors là, cette première étape, c'était celle-là. Tout simplement être capable de diriger de manière délibérée notre attention. Elle part quelque part et nous on la dirige là où nous décidons de la diriger. Mais ce n'est pas tout et j'ai un deuxième petit exercice à vous faire faire. Vous êtes toujours d'accord de jouer le jeu? Là-bas aussi dans les 2 salles? Ils disent oui, je les ai entendus. Regardez cette image devant vous. La proposition suivante, toute simple, elle serait de porter maintenant votre attention sur l'image. De commencer à y porter vraiment toute votre attention en essayant de voir les détails de l'image. C'est porter attention aux détails, ce qu'il est possible de voir de là où vous êtes. Observez si votre mental fait des associations par rapport à d'autres chevaux que vous connaissez, à des histoires. Essayez de revenir à l'image. Et pendant que vous regardez l'image, essayez en même temps de prendre conscience de votre respiration. Donc, vous regardez l'image, vous prenez conscience de la respiration. Et vous pourriez en même temps, pendant que vous regardez l'image, prenez conscience de votre respiration, être également en même temps ouvert aux sons, les sons dans la pièce, des raclements de gorge, des gens qui toussent. Peut-être qu'on peut entendre le vrombissement, peut-être pas du conditionnement d'air ou autre chose. Nous sommes toujours présents à l'image, à la respiration, au son. Peut-être même que vous pouvez être conscient de tout votre corps, de l'expression de votre visage. Comment est votre visage maintenant? En essayant d'être attentif à l'expression du visage de l'intérieur de vous. Puis vous pouvez me voir apparaître sur la scène. Voilà une autre proposition qui est, en partant du fait de focaliser son attention sur un point, nous pouvons aussi élargir notre expérience. Ça demande de l'entraînement, bien sûr. Le début, c'est pouvoir se focaliser, mais élargir l'expérience. Ce qui fait que nous pouvons être présents
bien sûr à notre respiration, mais également à toute la richesse de la vie. Ce qui est important, puisque nous pourrions aussi être tellement absorbés par une chose que nous en oublions la merveille de ce qui se passe à côté. Et cet entraînement qu'on appelle aujourd'hui, Jean-Marc l'a cité, la pleine conscience, c'est un mot un peu barbare, parce qu'on peut se demander la conscience pleine de quoi? Pleine de pensée, peut-être pas. Mais en tout cas, on pourrait dire une autre traduction qui serait plus facilement compréhensible serait la pleine présence. La capacité à être présent vraiment à nos vies, au moment présent, de manière délibérée. Et on le fait comment? Toujours en partant du corps. Et pourquoi le corps? Eh bien, c'est tout simple. C'est que notre expérience de vie d'être humain subjectif, chacun d'entre vous ne peut vivre sa vie qu'au travers de son corps. Vous êtes d'accord? Nos 5 sens, et ainsi de suite. Et tout ce qui nous arrive de plaisant comme de difficile, nous ne le vivons qu'à travers notre corps. Et si vous êtes de nouveau comme un Bruxellois moyen, vous savez ce qui leur arrive à ceux-là? Ils ne sont présents à leur corps uniquement que quand ils ont mal. Bien sûr, un petit peu quand ils ont bon, mais dans la plupart des cas, le Bruxellois moyen, il oublie qu'il a une main jusqu'au jour où il a sa main dans un plâtre. Et là, il se rend compte, il se dit « c'est merveilleux une main ». Il oublie qu'il a un dos jusqu'au jour où là, il se dit « mais quand même, le jour ça va mieux ». Mais quelques jours après, une fois qu'il a été chez un bon ostéopathe, son dos est guéri, il oublie à nouveau la merveille d'avoir un dos. Et ça s'explique, ce n'est pas que le Bruxellois est mal construit par l'évolution, bien au contraire, c'est une question d'adaptation. Et on sait que l'évolution nous a construits d'une manière intelligente pour nous adapter absolument à tout ce qui nous arrive. Et donc on s'adapte aux choses difficiles de la vie, hein, vous le savez, on s'adapte en général à tout ce qui arrive de difficile, mais on s'adapte encore plus rapidement au bonheur de l'existence. Et pourquoi? C'est une évidence pour vous certainement, c'est que le plaisir n'est pas dangereux. Et donc on peut s'y adapter plus vite, on n'est pas obligé d'y accorder de l'attention, alors que ce qui est dangereux, eh bien, il ne faut pas trop vite baisser la garde, parce que ça pourrait nous menacer. Et donc voilà l'évolution qui nous construit avec un très beau système pour pouvoir faire attention aux loups qui courent dans les rues de Liège, ou aux chiens enragés, mais elle ne nous a pas équipés avec un très bon système pour nous épanouir et être heureux. Alors le cheval, il n'était pas là que pour l'exercice, il est aussi là pour souligner que pour être cette capacité à développer au moment présent, pour être plus heureux, habiter notre vie, elle part de l'attention bien sûr, mais d'un certain type d'attention, pas n'importe quelle attention, une attention curieuse. Alors de nouveau, nous ne sommes pas très habitués à être curieux, peut-être un peu plus à Liège qu'ailleurs. Et pourquoi je dis ça? Parce que le mental, il est entraîné à juger, à catégoriser. Au moment où vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la plupart d'entre nous, automatiquement, sans le savoir, qu'est-ce qu'on fait? Vous arrivez à un cocktail, tout à l'heure, à la signature de livre, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, que fait le cerveau? Il met quelqu'un dans une case, il colle une étiquette, et très rapidement, il va juger gentil, pas gentil, agréable, pas agréable, sympa, pas sympa. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est normal, pour la survie, il était important à nos ancêtres de très rapidement décider si l'énergumène habillé en rouge qui était là devant vous, est-ce qu'il va m'amener du bien ou est-ce qu'il est dangereux? Et donc, on pouvait se protéger. Et dans un but de prévisibilité, pour pouvoir par la suite savoir comment se comporter, eh bien, nous jugeons très rapidement. Mais le jugement, de nouveau, nous éloigne du moment présent. Vous êtes d'accord? Le jugement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène dans notre mémoire, dans toutes les autres expériences de personnes sympathiques ou difficiles que nous avons rencontrées. La curiosité, par contre, c'est la capacité à nous relier à l'expérience, vraiment de manière, en se demandant, tiens, mais c'est comment que ça se passe en moi maintenant? D'ailleurs, une bonne manière intéressante de le faire, ça serait là où vous êtes, essayez d'identifier une zone inconfortable de votre corps. Alors c'est difficile dans cette très belle salle, extrêmement bien installée dans ces beaux fauteuils rouges, j'imagine, en écoutant un orateur totalement captivant, vous ne pouvez que vivre un moment agréable, mais ça se pourrait quand même qu'il y ait une partie de votre corps qui soit un peu moins confortable. Est-ce qu'on pourrait prendre un moment pour l'identifier? Essayez de voir la zone du corps qui est la moins confortable. Parfois le dos, ça peut être une longue semaine, une partie de la nuque ou des épaules. Et ce que je vous propose, ça serait d'aller porter attention à cette partie du corps, si c'est le dos, mais de manière curieuse. Habituellement, si on a mal au dos, la première chose qu'on fait, c'est on se dit « zut, j'ai encore mal au dos, mais pourquoi ?» et ainsi de suite. On va se demander pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ainsi de suite. Et là, la proposition serait plutôt que de se poser ces questions-là, d'aller voir avec précision, en se demandant « mais ça fait mal comment ?»
Mon épaule, elle est contractée comment exactement? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça coince? Est-ce que ça pique? Pour ceux qui ont dû lire les mêmes livres à l'école que moi, eh bien, il y a un fameux docteur Knock qui demandait « Est-ce que ça chatouille ou est-ce que ça gratouille ?» Voilà une question intéressante. Allez voir dans nos inconforts, de manière précise, en se demandant « Ça se passe comment ?» Un regard curieux. Plutôt qu'un regard de jugement et de rejet. Alors le cheval, c'est aussi une histoire à propos de ça. C'est l'histoire d'un vieux bonhomme qui habite dans un village et tout ce qu'il a, son seul bien, c'est un magnifique cheval blanc comme celui-là. Mais il est très pauvre, il a un fils et l'ensemble des villageois lui disent « Mais vieil homme, tu es fou, pourquoi ne vends-tu pas ce cheval? Tu pourras en avoir pas mal d'argent et tu pourrais vivre tout à fait décemment. » Et le vieux leur dit « Moi j'aime bien mon cheval et ça me convient comme ça. » Les gens disent « Il est fou le vieux. » Et la nuit d'après, le cheval disparaît. Et tous les gens du village se disent « Quel malheur, vieil homme! Si tu nous avais écoutés, tu serais riche maintenant, et là tu n'as rien. » Le vieux les regarde et leur dit « Je suis né dans le creux d'une vallée et je connais très peu de la montagne qui m'entoure. Malheur ou bonheur, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'avais un cheval hier, j'en ai aucun aujourd'hui. » Les gens se disent « Il a un peu perdu la boule. » Le lendemain, le cheval revient, il emmène avec lui 12 magnifiques chevaux blancs. Les gens du village s'écrient « Quel bonheur, vieil homme, tu avais raison d'espérer, tu es sage. Regarde maintenant, tu es l'homme le plus riche du pays. » Le vieux les regarde et leur dit « Malheur ou bonheur, je ne sais pas. Je suis né dans le creux d'une vague et je connais très peu de l'océan. » Les gens disent « Celui-là, vraiment, il ne va pas très bien. » Alors son fils, en essayant de dresser un cheval, tombe du cheval et se casse une jambe. « Quel malheur !» se disent les gens du village. « Ton fils unique, qui va s'occuper de toi ?»« Malheur ou bonheur, leur dit le vieux, je ne sais pas. J'avais un fils sur 2 jambes, il n'en a plus qu'une aujourd'hui. » Alors peu de temps après, voisin déclare la guerre. Et tout le monde doit partir à la guerre, tous les hommes en état de combattre, sauf le fils de notre vieux qui doit rester. Et là, les gens du village disent « Mais quel bonheur, mon vieux. Tu es le seul qui garde ton fils. » Et là, le vieux leur dit « Écoutez, malheur ou bonheur, je ne sais pas, mais vous êtes vraiment incorrigible, à juger constamment. Et dans ce cas, j'arrête l'histoire ici. Sinon, on pourrait la continuer longtemps. » Et puis Nadia va me regarder, elle va me dire quand même, le conférencier. Notre capacité à suspendre par moments le jugement pour ramener cela à l'observation curieuse, voilà une qualité qui nous amène à habiter notre expérience et peut-être à cultiver une attitude plus heureuse dans la vie. Alors attention de nouveau, il ne s'agit pas ici d'idéologie ou de nouvelle religion. On pourrait faire une religion, la religion, il ne faut surtout pas juger. Juger, c'est mal, curieux, c'est bien. Non, c'est une question de flexibilité. Bien évidemment que juger, que le jugement est une fonction importante pour n'importe qui, pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous dans la vie, pour savoir si un aliment vous convient ou ne vous convient pas. Et donc, bien sûr que le jugement est important. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de savoir juger quand c'est utile et de ne pas juger quand c'est moins utile. Et donc, ce qui peut être quelque part quelque chose de très positif, quand ça devient quelque chose de compulsif, ça se révèle en général négatif pour notre bonheur. Oui, on se demande pourquoi j'ai choisi ça. Je n'avais pas très bien regardé l'image. Et tout d'un coup, tout à l'heure, quand je revoyais le PowerPoint avec ma compagne, elle m'a dit « Tu as vu la femme quand même? Regarde ce que tu montres à la conférence à Liège. » Mais j'ai dit « Tous les jeunes sont partis dormir à cette heure-ci, donc c'est pas grave. » Alors c'était pour illustrer le cas d'une personne à qui j'ai travaillé. C'était une dame. Alors elle est venue suivre un entraînement à cette capacité à vivre le présent qu'on appelle la pleine conscience de 8 semaines. Et la première semaine, tout le monde est couché pendant 40 minutes. Et pendant 40 minutes, ils font ce que vous avez fait tout à l'heure avec la respiration. Pendant 2 minutes. Eux, c'est 40 minutes. Donc, ils observent leurs pieds, puis leurs jambes, puis leurs hanches. Leur tête s'en va ailleurs, et ils reviennent. Leur tête s'en va, ils reviennent. Vous voyez que ce n'est pas très poétique comme entraînement, mais je peux vous dire qu'au bout de 40 minutes, ils sont extrêmement énervés et pas du tout détendus. Mais ils ont travaillé. Et donc, voilà une dame, elle commence à faire l'entraînement. Et ce qui arrive pendant ces entraînements-là, c'est qu'il y a des personnes très fatiguées, comme vous parfois en fin de journée, et qui commencent à dormir. Et voilà qu'elle se retrouve, elle, qui dans sa vie a un mari qui ronfle et ça la rend folle. Elle se retrouve à côté de 2 participants qui ronflent à côté d'elle pendant au moins 30 minutes d'exercice. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au bout d'une semaine ou 2, elle a cette
Elle commence à cultiver la capacité à être curieuse plutôt que dans le jugement. Et elle raconte que pour la première fois de sa vie, elle a écouté le ronflement, oui, dans la qualité sonore du ronflement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'est posé la question de se dire, le ronflement, quel est son rythme? Quelle est sa texture? Quelle est sa tonalité? Et tout d'un coup, elle a pu entendre un ronflement comme un son, et plus comme l'histoire de son mari qui, comme même, exagère, qui ferait mieux de se faire soigner parce que, et tout ça. Et elle a dit que ça a changé sa vie. Alors, elle n'aime pas les ronflements, il ne faut pas rêver, mais tout d'un coup, voilà que ça ne la dérange plus tellement. Elle est capable d'entendre un son comme un son, plutôt que de s'en faire une grande histoire. C'est quand même extraordinaire. Et peut-être qu'un jour, imaginez que vous vous retrouviez dans un avion, prêt à partir pour une destination lointaine, Bali par exemple. Voyage qui va faire une vingtaine d'heures. Alors, je vous donne les trucs. Vous asseyez dans l'avion, vous regardez s'il y a des sièges qui sont libres, et dès que l'avion a décollé, vite vous vous jetez sur la rangée pour pouvoir dormir tout allongé, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Pas très altruiste, évidemment, mais bonne stratégie. Alors, vous êtes prêt à faire ça, vous récupérez les sièges, et là, vous êtes heureux en vous disant « Ah, une rangée rien que pour moi ». Et à peine vous dites ça, que devant vous, la rangée devant vous, il y a un enfant qui commence à râler, à grogner, à pleurer. Et en plus, sa maman, de manière fort peu agréable, lui râle dessus. Voilà. Ça dure pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et là, si vous êtes de Bruxelles, vous devenez fou. Vous commencez à vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai changé de place? J'aurais mieux fait de rester là-bas, maintenant il y a quelqu'un, c'est pas possible. Et comment est-ce qu'elle élève son enfant? Elle ferait mieux d'apprendre, il vaut mieux pas avoir de gosses quand on ne sait pas les élever, et ainsi de suite. Ce qu'on peut se dire, pas vous, bien sûr. Et vous pouvez devenir fou un voyage de 16 heures. Ou vous pourriez apprendre à écouter le son juste comme un son, en observant ce que ça fait. Et bien sûr, ce n'est pas agréable, mais tout d'un coup, ce son-là, qui prenait toute l'expérience, jusqu'à vous rendre fou, devient une partie de l'expérience, ce qui vous permet de faire attention à autre chose. Le paysage par le hublot, lire votre livre, et ainsi de suite. Et donc, vous ramenez l'expérience à sa juste mesure, mais elle ne disparaît pas. Et de la même manière, des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, avec lesquelles j'ai travaillé de nombreuses fois, vous demanderez à Jean-Marc, c'est terrible l'expérience de la douleur chronique, vous vous rendez compte? La médecine ne peut rien pour vous, on peut vous bourrer peut-être d'antidouleurs, et même ça, ça ne suffit pas. Après 6 mois, vous êtes toujours là avec de grandes douleurs. Et des personnes qui pratiquent cet entraînement-là, au moment présent, bien évidemment que les douleurs ne disparaissent pas. Mais alors qu'avant, la douleur prenait toute votre vie, et la douleur devient une partie de la vie, ce qui fait que la personne a tout d'un coup une disponibilité pour porter son attention sur autre chose, sur les belles choses de sa vie. Alors je vous préviens tout de suite, pour ne pas appliquer mon idée dans les mauvais endroits, si en sortant d'ici de la salle, vous marchez dans une rue, et tout d'un coup vous entendez « Oh, oh, oh !» et vous observez sans jugement une personne âgée. Tiens, comme c'est intéressant. Il y a un peu de liquide rouge qui coule. Comme c'est intéressant. Et vous marchez, vous observez, vous passez à côté. Vous trouvez ça tellement intéressant. Alors là, il y a une forme de folie qui s'installe en vous. Bien évidemment que, comme toujours, c'est la flexibilité de pouvoir entendre sans réagir et d'agir quand il est important d'agir. La pleine conscience aussi, qu'est-ce qu'elle va travailler? Cette capacité à revenir au moment présent. Elle s'intéresse, comme je l'ai dit, à l'attention que l'on peut porter. Elle s'intéresse à cette question de curiosité et de non-jugement, mais aussi à ce qu'on va appeler la non-réactivité. Alors qu'est-ce que c'est que la non-réactivité? Eh bien, c'est simplement le contraire de ce qui s'empare de la plupart d'entre nous lorsque nous vivons des émotions difficiles. Alors les êtres humains normaux, ceux de Bruxelles, lorsqu'ils vivent du stress, une émotion difficile, de la colère, de l'anxiété, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent. Ils réagissent pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas vivre cette émotion difficile. La plupart d'entre nous, on n'aime pas l'anxiété, on n'aime pas la colère, on n'aime pas la tristesse. Et donc, dès qu'elle arrive, on réagit pour essayer de s'en débarrasser. Et nos réactions nous amènent en général rarement à avoir des comportements adaptés. Et donc, voilà une maman qui rentre chez elle après une journée difficile. Elle est cadre dans une entreprise. Et elle raconte que c'est vraiment la confusion, c'est vraiment le grand désordre à la maison. Et elle rentre, et qu'est-ce qui se passe? Ce sont ses enfants, elle les adore. Et pourtant, dans le stress, elle élève la voix, elle crie, puis ses enfants sont tendus et répondent, et puis sa soirée est difficile. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas ses enfants, c'est qu'elle est en réaction. C'est sa réactivité qui fait qu'elle réagit de cette manière-là. Et ceci dit, dans mon environnement, je dois vous dire que je ne connais personne, mais je vous jure personne, qui un jour a dit quelque chose de désagréable à quelqu'un qu'il aime,
parce qu'il a aimé le faire. Mais je dois avouer, en commençant par moi, qu'il m'est arrivé de dire des choses désagréables aux personnes que j'aime, très désagréables même. Et ça m'arrivera peut-être encore, mais je ne l'ai pas fait par choix. Je l'ai fait parce que ma réaction automatique, lorsque j'étais tendu, a fait que voilà, je me tends, et ma réaction automatique, c'est peut-être de devenir un peu agressif. D'autres, la réaction automatique, c'est de fuir, de s'écraser, de se taire. Ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. Et l'idée ici de revenir au moment présent, c'est d'avoir la capacité de pouvoir apprendre à tolérer tout ce qui est désagréable en nous pour pouvoir ne pas réagir, être libre de nos réactions. Alors pour le raconter, je vais vous raconter une histoire. C'est toujours plus simple avec une histoire pour vous le faire comprendre. C'est l'histoire d'une amie, une amie de ma compagne, qui vient un jour me voir parce qu'elle a développé une phobie de l'avion. Et donc les phobies peuvent naître de manière tout à fait anodine. Une jeune femme de 35 ans qui prenait l'avion parfaitement bien, jusqu'au jour où elle a un petit stress, et très souvent ça arrive juste avant un voyage important. Comme c'est un voyage important, qu'elle se sent stressée, elle se dit non mais je dois prendre l'avion, je ne peux pas avoir peur. Et elle commence à lutter contre sa propre peur. Qu'est-ce que ça fait, évidemment, quand on lutte contre son émotion? L'émotion grandit, et au fur et à mesure de ses voyages, elle a de plus en plus peur, et elle pourrait faire comme les gens qui sont intelligents. Ce qu'ils font, c'est qu'à force de lutter, ils doivent prendre de l'alcool, puis des médicaments, alcool et médicaments. Et d'ailleurs, lorsque vous rentrez dans un avion, et que même avant le décollage, la personne vite demande une bouteille de vin ou de whisky, est-ce que c'est pour la qualité du vin et du whisky, vous pensez? Peut-être. Peut-être pour une autre raison. Et donc, elle finit par ne plus pouvoir prendre l'avion du tout, c'est impossible. Et quand elle doit aller en Grèce, elle est grecque, elle part en Grèce en voiture. Jusqu'au jour où pour des activités professionnelles et personnelles, elle doit se déplacer plus loin, ça lui pose de graves problèmes, elle vient me voir en me disant « Ilios, est-ce que tu peux m'aider ?» Et je lui dis « Écoute, je peux t'aider éventuellement, mais à une seule condition, c'est que tu sois d'accord, que tu auras peur de l'avion toute ta vie. » Elle me dit « Non, bien sûr que non, je viens chez toi pour ne plus avoir peur de l'avion. » Je dis « Dans ce cas-là, je ne peux pas t'aider. » Alors elle est revenue quelques jours après, et qu'est-ce qu'on a fait? Ce que je ne vais pas faire avec vous, parce que ça serait très désagréable, mais je vous l'explique. Alors elle s'est assise, et ce qu'on a fait, c'est que je lui ai proposé de se rappeler de ce qui la rend anxieuse. Rappelez-vous de l'araignée dans le cerveau. Évidemment, en se rappelant de l'anxiété de l'avion, elle s'est rappelée d'un tas d'autres anxiétés. Alors ça a commencé à lui faire pas du bien, elle a commencé à pleurer, et ce que je lui ai proposé, c'est de porter attention à tout son inconfort, et de rester avec, en d'autres mots, d'apprendre à être à l'aise avec son propre malaise. Très désagréable. Alors elle passe 1 heure à ça, je lui propose de le faire tous les jours, et puis elle revient une deuxième fois, et on retravaille ça. Et la première fois, je lui avais dit, ton anxiété, elle ressemble à quoi pour toi? Ça aide un peu de mettre une image. Et elle me dit, mon anxiété, c'est un monstre énorme, jamais je pourrais lui faire face. Après une semaine de travail, je lui dis, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Elle me dit, à un petit lémurien. Vous voyez ces singes avec des grands yeux tout noirs? Voilà, ça ressemblait à ça. Alors on décide, comme elle commence à savoir comment faire, elle va acheter des billets pour partir à Dublin, très facilement, avec Ryanair. Alors, elle prend les billets, on se retrouve à l'aéroport, elle s'assied dans le siège de l'avion, et là, tout d'un coup, son corps commence à trembler. Je vous assure, ses bras commencent à trembler, elle devient toute rouge, elle commence à pleurer. Et on avait dit, il y a un test pour savoir si c'est réussi, c'est si tu peux dénouer ton écharpe et faire une dictée, moi je te dicte quelque chose et pouvoir le noter, c'est que tu es libre de tes comportements, même avec la panique. Là, elle n'était pas libre du tout. Je lui dis, ton anxiété, elle est à combien, de 0 à 10? Elle me dit 10 sur 10. L'avion monte. À chaque fois qu'elle me tient le bras, je lui enlève le bras en lui disant non, reva ton anxiété. Quand elle ouvre les yeux pour regarder partout, pour se rassurer, je lui dis, ferme les yeux, concentre-toi sur l'anxiété. On redescend sur Dublin, c'était terrible. On passe la journée là-bas. Et la journée s'est tellement bien passée qu'en revenant, elle était trop détendue. Et donc, c'était le moment de lui raconter les histoires d'avions de Ryanair, vous savez, qui n'ont pas assez d'essence et qui tombent parfois. Je vous assure, c'est vrai. Je vous assure, elle est arrivée de nouveau dans l'avion, dans un état à bloc. Et là, elle s'assied. Je lui propose de recontacter son anxiété, qui était bien là. L'avion décolle. Plus de pleurs, plus de tremblements, rien du tout. Je lui propose une dictée. Elle fait sa dictée parfaitement. Je vous jure que c'est vrai. Et là, je lui demande, ton anxiété, elle est à combien de 0 à 10? Tous ceux d'entre vous qui pensent que ça serait entre 0 et 3, levez la main. Levez la main. OK. Ceux qui pensent que c'était au moins 8 ou 9, levez la main. Et les autres, c'est ceux qui ne pensent pas. Alors oui, heureusement que son anxiété était à 9. Et pourquoi je dis heureusement? Parce que ce qu'elle a découvert, c'est que si on est capable de faire face à son anxiété, de l'accueillir, de l'observer, de l'apprivoiser, eh bien, elle est toujours là.
c'est toujours désagréable, mais tout d'un coup, au lieu de diriger notre vie, on est capable d'être libre de nos comportements, si vous me suivez. L'avion redescend sur Bruxelles, son anxiété était à 5. Par la suite, elle est tout à fait capable, elle se sent très très bien. Alors elle avait pris un billet pour le Japon. 2 semaines après, elle m'appelle, elle me dit « Tout va bien, je dors très très bien ». Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis surtout pas « Enfin, tu as réussi à t'en débarrasser ». Je lui dis « Attends, ton lémurien, là, il va revenir, t'en fais pas ». Et je l'appelle même le jour même de son départ pour lui dire que ça va revenir. Et c'est le contraire de ce que font les personnes en général, qui veulent la rassurer, lui dire que ça va aller mieux. Et heureusement que je fais ça, parce qu'imaginez, si je n'avais rien dit, et que le jour où elle part au Japon, elle s'assied dans son siège, et que la simple petite anxiété, la plus infime arrive, elle serait repartie dans sa vieille histoire. Alors que là, je l'avais tellement prévenue qu'elle savait comment faire. Elle m'a envoyé un SMS de l'escale qu'elle avait, et tout s'est passé bien. Et depuis ce jour-là, maintenant, elle prend l'avion parfaitement. Il lui est arrivé depuis d'avoir une petite anxiété qui est revenue, mais elle n'a plus besoin de moi. Et qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a simplement appris qu'on peut apprendre à vivre avec nos émotions, dans le moment présent, plutôt que de dépenser son énergie à vouloir les fuir. En d'autres mots, ce qu'on nous apprend souvent, qui est tout à fait... Je vais m'approcher un peu de vous, parce que je me rends compte que je passe beaucoup de temps avec eux, peu de temps avec vous, ici, comme ça. C'est mieux. Et donc, on a souvent appris qu'on pourrait aller vers les autres, si on est timide, lorsqu'on est débarrassé de la timidité. Si vous voyez ce que je veux dire. Quelle idée! On peut attendre toute sa vie de se débarrasser de la timidité. C'est très compliqué. C'est tellement plus efficace d'apprendre à prendre sa timidité en dessous du bras et d'aller timide avec sa timidité vers les autres. Et être courageux, ce n'est pas se débarrasser de la peur, c'est apprendre à prendre sa peur en dessous du bras et à avancer plutôt que s'enfuir. Et cette méthode de revenir à nous-mêmes, de diriger notre attention, nous permet de faire cela, d'apprivoiser quelque part nos émotions difficiles, un peu comme le petit prince qui apprivoise son renard. Et bien sûr que ça ne change pas l'inconfort dans notre vie, mais ça nous permet, avec l'inconfort, de continuer à avancer dans une direction qui va faire qu'à moyen ou long terme, nous allons construire une vie heureuse, une vie qui a du sens pour nous. Oui. Oh, je vais trop vite là. Il y avait un dernier élément avant celui-là. Je reviens à l'histoire de la dame qui rentrait chez elle avec ses enfants et qui leur criait dessus. Eh bien, après quelques semaines de travail, ce qu'elle raconte, qui est extraordinaire, elle me dit, depuis que je travaille cette capacité à revenir au présent, dans ma vie, tout a changé et rien n'a changé en même temps. Et elle dit, pourquoi rien n'a changé? Parce que quand je rentre chez moi et que je vois la confusion et le désordre, ça me met toujours en colère. Mais tout a changé parce que tout d'un coup, j'ai pu créer une pause, un moment de stop. Et je suis là, je suis en colère, mes enfants sont là, mais au lieu de crier, je m'arrête un instant, je regarde ce qui se passe en moi, et au lieu de crier, je leur dis, tiens les enfants, est-ce qu'on pourrait tous ranger ensemble, par exemple? Ou j'invente un jeu, j'invente autre chose. Et elle dit que vraiment, sa vie a changé depuis ce jour-là. Ses émotions n'ont pas changé, le contexte n'a pas changé, mais ses réactions ont changé. Et donc, bien évidemment, que sa vie a changé. La suite de cette aventure, c'est que lorsque nous apprenons à diriger l'attention, à observer les choses avec curiosité plutôt qu'avec jugement, à être moins réactifs, nous pouvons beaucoup mieux savourer et apprécier les bonheurs de la vie. Ça me rappelle Pierre Rabhi qui est venu ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été là à la conférence. Alors Pierre Rabhi dit beaucoup de belles choses, mais parmi celles-là, il dit, vous savez, dans les conférences, parfois des gens posent des questions très importantes, spirituelles, et ainsi de suite. Et des gens disent par exemple, oui, Pierre Rabhi, pourrais-tu nous dire, toi qui es un grand sage, y a-t-il une vie après la mort? Et Pierre leur répond en général, c'est une très bonne question, mais la question importante c'est, y a-t-il une vie avant la mort? Et on pourrait dire que beaucoup d'entre nous se plaignent du temps qui passe trop vite. Je ne sais pas si vous avez l'impression parfois que le temps passe tellement vite. Mais en fait, ce n'est pas le temps qui passe, si on est objectif, c'est nous qui passons. Et nous qui passons tellement rapidement et qui passons si vite que nous ne prenons pas le temps d'un regard, le temps de nous arrêter, le temps de déguster un petit morceau de ciel bleu, le temps d'entendre le chant de l'oiseau, ou le temps simplement de prendre le temps avec nos amis, avec les gens qui sont importants pour nous. Et l'idée ici, du moment présent, également, c'est de pouvoir cultiver cette capacité à mieux apprécier les personnes que nous connaissons, nos proches, ou les étrangers, ou les gens que nous rencontrons. Voilà une citation de quelqu'un qui s'intéresse aussi au moment présent, dans une autre tradition bouddhiste, Thich Nhat Hanh, qui dit
chaque fois que vous êtes vraiment présent, vous êtes à même de reconnaître la présence de l'autre. Alors, un exercice pour vous, pas pour ce soir, mais pour la prochaine fois, quand vous rentrerez chez vous ce soir, si vous étiez des Bruxellois, je dis ça pour les gens de Bruxelles, vous savez comment ils font? Les gens de Bruxelles, quand ils rentrent chez eux le soir, quand ils ont un conjoint, un ami, un enfant, très souvent, ils rentrent, ils regardent leur conjoint, leur ami, leur enfant, mais ils ne le voient pas vraiment. Vous savez ce qu'ils voient? Ils le regardent parce qu'ils sont bien obligés de le regarder pour lui demander qui va ranger la table, qui va faire la vaisselle, qu'est-ce qu'on va faire demain, et ainsi de suite. Et donc, c'est un regard utilitaire. Ou alors, quand ils le regardent et se disent, mais il ou elle a quand même plus de rides là, que d'habitude. Et puis, ils se regardent en se disant, je vais acheter une nouvelle crème, moi aussi. Donc, on regarde avec jugement. Ou alors, on regarde par habitude. Et ce qui fait qu'on ne regarde pas la personne vraiment, on ne la voit pas. On voit notre mémoire, on voit notre passé, on voit notre histoire, on voit notre habitude. Alors les gens de Bruxelles, c'est pire que ça. Souvent, quand ils se connaissent très bien, ils n'entendent pas la personne. Très souvent, ils veulent finir les phrases de leur conjoint ou de leur conjointe, parce qu'ils savent déjà ce qu'il va dire. Et donc, ils sont prisonniers de cette mémoire, de ce passé qui revient continuellement. Et la proposition pour vous, les gens un peu plus doués de Liège, ça serait quand vous rentrerez ce soir, avec votre conjoint ou vos amis qui sont peut-être là avec vous, pourquoi pas prendre un moment pour regarder la personne, pour l'entendre, comme si c'était la première fois que vous la voyez. Comme si c'était vraiment la toute première fois, en étant vraiment attentif à la qualité première, sensorielle, qui est là, en regardant son visage, sans jugement, comme une toute première fois, en entendant le timbre de sa voix, le rythme, la qualité sonore, comme si c'était la première fois, plutôt que de vous attacher directement au sens, à ce qu'il a dit, à vos idées. Et observez, très certainement que votre tête vous racontera un tas d'histoires, mais vous savez, est-ce qu'on est obligé d'obéir continuellement à ce que notre tête nous raconte? Ou est-ce qu'on peut parfois la laisser se promener où elle veut et revenir à une qualité plus sensorielle dans la vie, de regard, de goût, de toucher? Vous pourriez le faire avec un repas. Ceux qui n'ont pas encore mangé à la brasserie à côté, quand vous irez manger tout à l'heure, vous pourriez le tester. Prendre un moment, juste avant de mettre une bouchée, de regarder la couleur, sentir le goût de l'aliment, prendre un petit moment, vous arrêter, d'être vraiment avec l'aliment, regarder le vin. Ceux qui aiment le vin le font déjà, non? J'imagine parmi vous, vous prenez le temps de regarder, de sentir, de goûter. Et donc vous êtes connecté plus à l'expérience qu'à la mémoire. Alors ça peut donner des choses étonnantes. Dans les gens qui je travaille, il y a une dame, elle m'a dit, mais tu ruines mon plaisir, parce qu'elle dit, d'habitude je mange mon chocolat comme ça, et c'est un moment de plaisir, mais ce qu'elle pensait avant, elle l'enfourne. Et elle s'est dit, depuis que je fais attention, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ce chocolat. C'est tellement sucré, c'est vraiment désagréable. Elle a arrêté. J'en ai une autre, c'est pire, elle m'a dit, tu ruines vraiment mon plaisir. Avant, je fumais, et maintenant, je me suis rendu compte que je n'aime pas la cigarette. Alors, tout ça ne vient pas du fait de se contrôler, mais simplement de porter attention. Et voilà un régime. Mangez tout ce que vous voulez, en qualité et en quantité, et vous n'avez que 2 règles à respecter. La première, manger en faisant que manger, c'est-à-dire pas faire autre chose, pas d'ordinateur, pas de travail, ainsi de suite. Deuxième règle, quand vous mangez, vous ne pouvez pas penser à autre chose. C'est-à-dire que si vous commencez à penser à autre chose, vous arrêtez de manger. Et puis vous êtes vraiment concentré sur la nourriture. Alors j'ai remarqué par des copains qu'il y avait une petite limite à mon exercice, c'était au niveau de l'alcool. Parce que les copains qui ont essayé avec le whisky, à un moment, ils ne savent plus s'ils pensent à leur whisky ou s'ils pensent à autre chose. Ils ne savent plus très bien à quoi ils pensent. Donc, pour l'alcool, ça ne marche pas très bien, mais pour le reste, c'est intéressant. Et le dernier point intéressant que j'ai testé un jour, c'est essayer de prendre un aliment que vous pensez que vous n'aimez pas. Moi, j'ai longtemps pensé que je n'aimais pas les brocolis. C'était dans ma mémoire. Les brocolis, pour moi, c'était pas bon. Et puis un jour, ma compagne m'a fait l'exercice et j'ai goûté le brocoli. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, ce brocoli. Un peu comme le capitaine Haddock quand il boit un verre d'eau, vous savez. C'est curieux, là, c'est bizarre, c'est pas normal, cette histoire. Et depuis, eh bien, je dois vous dire que j'adore les brocolis. Je vérifie l'heure, Nadia, mais je pense que je suis... Alors, la pleine conscience dont je vous ai parlé, cette capacité à diriger l'attention, à revenir au moment présent, bien sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose que l'on peut entraîner, comme tout. C'est quelque chose qu'on devrait entraîner. Et il y a je ne sais plus qui a dit qu'on ne peut pas apprendre le piano, même dans le meilleur livre de piano. Et même avec le meilleur professeur de piano à côté de vous, vous ne deviendrez pas un expert en piano si un jour, vous n'allez pas mettre vos doigts sur le clavier
Et en les mettant sur le clavier, si vous n'avez jamais fait de musique, le son que vous allez tirer ne va pas être un son extrêmement agréable. Il va falloir du temps, peut-être des jours, des semaines, des mois, et parfois quelques années avant de pouvoir jouer un très beau morceau de piano. Et l'entraînement qu'un professeur américain de médecine, John Kabat-Zinn, a mis en place, eh bien, permet d'avoir des résultats extraordinaires en termes de santé mentale, de qualité de vie et même de santé physique en uniquement 8 semaines d'entraînement à concurrence d'une demi-heure, 40 minutes par jour. Alors, vous allez me dire c'est beaucoup, mais qu'est-ce que c'est sur la durée d'une vie? Une vie, j'espère qu'elle vous sera encore très longue, 8 semaines, 2 mois, une demi-heure par jour. Et il a pu montrer que cet entraînement-là avait un effet très concret sur notre fonctionnement, et ce qui est encore plus révolutionnaire, c'est qu'il a un effet à n'importe quel âge. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on sait bien sûr qu'un enfant apprend très vite, le cerveau d'un enfant est très plastique, il se reconfigure tout le temps, mais on pensait jusqu'il y a 15-20 ans qu'après 23 ans, donc jusqu'à 23 ans, cette zone du cerveau, le préfrontal, se développe, et qu'après cet âge-là, le développement s'arrêtait et arrive un phénomène curieux qu'on appelle le vieillissement. On perd de plus en plus de cellules, et donc voilà, le corps, on va vers une forme de déclin. Et on sait aujourd'hui qu'à n'importe quel âge, par un entraînement conséquent, on peut non seulement reconfigurer les connexions de neurones, mais on peut aussi changer la structure du cerveau. Et ce que je vous dis a été vérifié vraiment clairement. Et voilà un exemple de ce changement-là. Des personnes qui ont suivi un entraînement à la pleine conscience. On voit ici en bleu le groupe qu'on appelle groupe contrôle. Ce sont des personnes qui vont suivre l'entraînement après. On imagine ici, cette partie du groupe le suit après, cette partie l'a suivi. Et on teste les changements, et on voit ici, c'est la densité de matière grise dans une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est à côté de ce qui déclenche les émotions, et qui est relié à notre manière de gérer nos émotions. Et on voit qu'après un entraînement de quelques semaines, vous avez gagné en densité dans votre cerveau, et ce sont des adultes. Extraordinaire, non? Et on voit aussi que les zones du cerveau qui vont déclencher nos émotions de manière parfois anarchique, imaginons que vous ayez été extrêmement stressé et soumis à un stress qu'on va appeler post-traumatique, ça va sensibiliser des zones du cerveau, cette zone qu'on appelle l'amygdale, ce qui va faire que vous allez déclencher des émotions dans des situations parfois anodines, dans lesquelles vous ne déclencheriez pas d'émotions normalement. Eh bien, sur une période de 8 semaines, cette zone du cerveau va perdre en densité. Donc c'est qu'on voit qu'il y a réellement un effet objectif qu'on peut mesurer aujourd'hui. Rappelez-vous, j'ai parlé tout à l'heure de ce mode par défaut du cerveau, le vagabondage mental. Eh bien, voilà une étude qui montre la différence entre des méditants et des non-méditants. Et donc ce que vous voyez du côté gauche, les barres qui sont vers le bas, ce sont les méditants, comparés au groupe contrôle, et on voit donc qu'il y a une baisse d'activation du système qui est reliée aux ruminations. Et donc, au repos, des personnes qui ont pratiqué pendant un certain temps cette possibilité à revenir au moment présent, vont se retrouver avec un cerveau qui va être beaucoup moins un cerveau ruminant, et un cerveau peut-être plus un cerveau capable de se connecter à l'expérience de manière concrète. Et ça nous amène à cette question de faire ou être. Le mode habituel dans lequel nous sommes entraînés, dans le monde du travail, dans notre vie, est souvent un mode de faire. Notre mental est construit pour ça, toujours faire quelque chose, nous protéger, avoir des plans, avoir des projets, alors que le mode du moment présent, le mode qui nous permet de savourer notre vie, c'est un mode qu'on appellerait plutôt un mode d'être. C'est un mode qui nous propose d'habiter notre expérience et de l'habiter non pas avec un but, non pas toujours avec quelque chose que nous recherchons, mais apprendre à habiter l'expérience, celle que vous avez maintenant ici, juste là, je regarde mon cher ami du chronomètre, simplement pour la vivre. C'est la capacité à pouvoir apprécier l'expérience d'être vivant juste pour ce qu'elle est, sans être continuellement obsédé par quelque chose que nous pouvons atteindre. Et c'est bien entendu aussi quelque chose que nous pouvons cultiver, quelque chose qui s'entraîne. Cela nous amène à quoi? Cela nous amène à être capable de trouver du calme, même quand c'est la tempête. Et je pense que c'est ce qui est vraiment important. Ça me fait penser au témoignage d'une maman encore, et elle disait que sa vie était vraiment pas évidente, et qu'elle adore ses enfants. Et malgré le fait qu'elle adore ses enfants, très souvent, elle se sentait extrêmement stressée par la quantité de choses à faire, par l'ensemble des tâches ménagères, en même temps le travail, la vie. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle a gagné, ce qu'elle a appris maintenant, c'est qu'elle est capable, dans l'agitation,
de trouver en elle un havre de calme et de paix. C'est-à-dire, ce n'est pas que son environnement a changé, mais elle peut être calme dans l'agitation. Et une autre manière de le voir, c'est de dire que la plupart d'entre nous, nous avons une tendance à être fort identifiés à nos rôles sociaux, par exemple à notre rôle en tant qu'homme, femme, travail, position sociale. On a tendance aussi à être identifié avec nos pensées, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qu'il y a dans notre tête, on a tendance vraiment à s'identifier, à prendre nos pensées extrêmement au sérieux. On a tendance aussi à être fort identifié à nos sentiments, à nos émotions. Et le fait de nous connecter à l'instant présent ne nous fait pas nous détacher de la vie, bien sûr, mais fait quelque chose de différent. Alors, je vais voir si je peux trouver l'image que j'avais cherchée pour vous. Elle est où? Non, elle n'est pas là, c'est pas grave. L'idée de la pleine conscience, c'est lorsqu'on se désidentifie de tout ça, on peut observer nos pensées, on peut observer nos émotions, on peut observer ce qui se passe dans notre vie sans rester prisonnier. Et l'image que je voulais vous montrer, c'était un peu celle du soleil avec les planètes qui tournent autour. C'était la capacité à revenir au centre de l'expérience, fait que nos pensées, nos sentiments, nos impulsions sont à la périphérie. Nous pouvons les observer. Nous sommes au centre, nous pouvons les observer, alors que quand nous allons mal, nos pensées, nos émotions, nos impulsions deviennent le centre de l'expérience. Il n'y a plus rien d'autre. Et nous sommes alors prisonniers de ces sensations, émotions et sentiments. J'avais envie de vous proposer un petit exercice maintenant à nouveau, comme ça il y a un peu de pratique. C'est un exercice que j'appelle la météo intérieure. Beaucoup d'êtres humains observent la météo. On écoute la météo à la radio, on regarde la météo à la télé. Et pourquoi c'est extrêmement utile? Parce que ça nous permet de savoir si vous allez à une conférence ce soir, est-ce qu'il faut prendre un parapluie, un manteau, une capuche ou pas. Mais il nous arrive beaucoup plus rarement de faire la météo de nos états intérieurs. Et c'est tellement important et intéressant de savoir ce qui se passe en nous, pour pouvoir nous préparer aux personnes que nous allons rencontrer, aux tâches importantes à faire ou aux expériences à vivre. Alors la météo intérieure, un petit processus en 3 parties. Je vais vous le donner maintenant, vous pourrez le faire plus tard pour ceux que ça intéresse. Alors, la première partie est toute simple. Je vais me mettre ici pour ceux dans les 2 duplex. Première partie, ça serait de faire l'état des lieux de l'expérience maintenant. Alors comment est-ce que vous pourriez faire l'état des lieux? Ça serait juste de sentir votre corps là où il est. Le plus simple serait de prendre conscience de vos fesses. Une paire de fesses sur le fauteuil. Essayez de sentir votre dos sur le dossier, tout ce qui est contact. Sentir vos pieds peut-être. Vous pouvez sentir vos pieds? Sentir vos mains. Et vous pourriez fermer vos yeux, peut-être, pour ceux qui osent fermer les yeux, un instant, pour être plus attentifs aux sensations. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre corps maintenant, juste là. Alors dans l'expérience, il n'y a pas que les sensations, il y a aussi les pensées. Voyez si vous pourriez observer vos propres pensées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête juste là maintenant? Est-ce que vous pensez à autre chose? Est-ce que vous êtes ailleurs, avant, après? Ou est-ce que vous êtes toujours ici présent dans la salle? Et observez s'il y a une émotion qui est là. Est-ce que vous êtes plutôt détendu, joyeux, curieux, stressé? Première étape, état des lieux. Deuxième étape, je vous proposerai de faire attention à votre respiration, uniquement au niveau du ventre. Alors on va faire un peu d'entraînement attentionnel. Essayez de faire attention à la respiration pendant 1 minute, une petite minute. Et chaque fois qu'une pensée vous entraîne ailleurs, essayez d'y revenir. Alors peut-être qu'une pensée déjà vous dit « mais ça sert à quoi cette histoire ?» Tiens, comme c'est intéressant, revenez à la respiration. Cette forme de musculation, votre pensée part ailleurs et vous décidez de revenir à votre respiration. 1 minute, et la dernière minute, elle partez de l'abdomen, du ventre, là où on a senti la respiration, essayez de sentir tout votre corps. Essayez de sentir vos pieds, vos mains, votre tête, votre visage. Vous pouvez entendre le son de ma voix. Ouvrez les yeux s'ils sont fermés, regardez les couleurs, les formes autour de vous, ce qui vous permet de vous connecter à l'environnement. Voilà un petit exercice très simple, 3 étapes. Première minute, faire l'état des lieux de l'expérience. Deuxième minute, faire un peu d'entraînement attentionnel. On se concentre sur l'abdomen. Les pensées s'en vont, on revient à l'abdomen. Troisième minute, on élargit l'attention à l'environnement. Et là, ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts, ouvrez-les. C'est que vous dormiez.
Une question qui est importante, c'est celle de nos relations avec les autres. Lorsqu'on parle de moment présent, de cultiver ceci, de revenir à la respiration, on pourrait imaginer que c'est une pratique assez nombriliste, non? Porter toute l'attention sur mon expérience, ma respiration. Mais qu'en est-il du monde dans lequel on est, des autres? J'en ai parlé un petit peu, et en même temps, j'aimerais vous parler de ça en parlant de recherche. Il y a une recherche extrêmement intéressante qui s'est intéressée à l'impact de pratiquer cette attention au moment présent chez nous, sur nos relations avec les autres, et plus précisément sur l'altruisme. Alors voilà le paradigme de recherche, c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est qu'on va comparer deux groupes de nouveau. Un groupe ici qui a suivi l'entraînement au moment présent, et un groupe qui ne l'a pas suivi. Et une fois que vous avez suivi l'entraînement, vous, et vous ne l'avez pas suivi, vous êtes en liste d'attente, on va vous emmener dans une salle d'attente en vous disant, voilà, pour remplir des papiers, pour terminer la recherche, allez attendre un peu dans la salle d'attente. Et dans cette salle d'attente, il y a 3 sièges, il n'y en a qu'un seul qui est libre, et donc vous allez vous asseoir, et à ce moment-là, quelqu'un va rentrer, une dame comme ici, qui apparemment a très mal à la jambe, elle a un bandage, ainsi de suite, elle a du mal à marcher, et elle va s'appuyer contre le mur en soupirant. Et la seule chose qui va être faite, on va compter qui va se lever pour donner la place. Alors, les 2 autres, ce sont des acolytes qui sont au courant d'expérience, donc il n'y a que vous sur la chaise. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que si vous avez suivi un entraînement à habiter l'expérience, eh bien, il y a 5 fois plus de probabilité que vous vous leviez pour laisser la place à l'autre. En d'autres termes, la capacité à vous connecter de manière plus authentique à votre propre expérience vous rend aussi beaucoup plus sensible et empathique à l'expérience des autres. Ce qui est logique, bien évidemment, puisque l'empathie, elle passe par quoi? Elle passe également par nos propres émotions. C'est ma capacité à ressentir ce que vous ressentez vous. Et si je ne suis pas capable d'être attentif à ce que je vis moi, comment est-ce que je peux savoir ce que vit l'autre? Et avoir cette attention à pouvoir aider l'autre. Puisque ceux qui ne se lèvent pas, ce n'est pas qu'ils sont méchants ou mauvais. Dans la plupart des cas, c'est simplement qu'ils sont totalement inattentifs et qu'ils ne remarquent parfois même pas que cette personne-là pourra avoir besoin d'aide. On arrive doucement à la fin. Voilà la citation d'un poète et d'un moine japonais que j'aime beaucoup et qui nous dit « Santoka, la sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire en s'accommodant du monde tel qu'il est. Il y a des trésors cachés dans l'instant présent. » Et j'aime beaucoup la citation puisqu'elle nous parle vraiment du monde dans lequel on vit, d'un mode de lucidité et de cette capacité à trouver un bonheur, mais un bonheur réaliste. Pas un bonheur en imaginant un monde tout à fait rose, non, un bonheur là où nous sommes, un bonheur dans un monde où il y a souvent aussi des difficultés, de la souffrance, mais un bonheur qui vient des petites choses, cette attention qu'on peut cultiver aux petits plaisirs, aux petits bonheurs de nos vies. Alors, je suis vraiment à la fin. Ce que j'ai voulu vous partager ce soir, c'était que vivre au présent, secret du bonheur, c'était le titre de la conférence, et c'est que vivre au présent, cultiver cette capacité à revenir au moment présent, ça ne va pas amener un changement radical au niveau des événements de notre vie, mais ce que ça va changer complètement, c'est la relation aux choses. La relation que nous aurons par rapport à nos sentiments, la relation à nos émotions, la relation à nos impulsions, la relation aux autres. Et elle me fait penser aussi, cette fin, à une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a passé sa vie à voyager. C'est un homme très très curieux qui voulait voir le monde et il a visité l'ensemble des endroits qu'on connaît. Et à la fin de sa vie, il se retrouve un jour à un chemin, devant un croisement. Il se rend compte que c'est un endroit qu'il n'a jamais exploré. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Il prend d'abord le chemin de gauche. Il arrive devant une maison. Cette maison assez large, il y a une porte rouge devant lui. Il s'approche de la porte et comme il s'approche de la porte, il entend des gémissements, des hurlements, des cris de détresse. C'est terrible, ça ne lui donne pas envie. Mais il est curieux, il s'approche, il pousse la porte, et que voit-il? Une énorme tablée, et autour de la table, pourquoi y a-t-il ces cris de détresse? Parce que les convives sont devant des plats fumants, délicieux, ça lui donne lui-même envie de manger, mais ils ont au bras attaché d'énormes cuillères, ce qui fait qu'ils sont incapables de se nourrir de ces mets extraordinaires qui sont là devant eux. Et donc c'est une vision apocalyptique, tous ces gens sont terriblement malheureux. Alors il claque la porte, il part en courant, il prend le deuxième chemin de l'autre côté, devant lui, même chose, une bâtisse assez large, en tout point pareil.
Il voit devant lui également une même porte rouge. Il s'approche, mais comme il s'approche, il entend des cris d'allégresse, de la joie, du bonheur. Curieux, il ouvre la porte. Que voit-il? La même tablée, les mêmes mets délicieux, extraordinaires, dont le fumet lui donne envie de manger. Les mêmes personnes, avec les mêmes énormes cuillères. Une seule différence. Au lieu d'essayer de manger, chacun nourrissait son voisin. Je ne pourrais pas finir une conférence comme celle-ci sans citer un grand maître de la pleine conscience, bien de chez nous. Vous savez lire, hein? On croit comme ça que les jours passent. Or, si on réfléchit bien, on n'est jamais qu'aujourd'hui, et ce depuis la nuit des temps. Il a bien raison, l'ami Gueluc. Je le remercie d'ailleurs. Et on pourrait dire qu'en une seule image, il a dit au moins autant, si pas plus, que moi dans toute ma conférence. Il a fait un peu comme mon ami Jean-Marc. Encore, il y a un petit livre qui parle de pleine conscience, plein d'exercices tout à l'heure, pour aller le chercher à la librairie. Je ferai quelques dédicaces. Je vais vous parler en 2 mots de ce livre-là, pour ceux qui ne l'ont pas encore, Se changer, changer le monde. Quelques histoires que j'ai racontées viennent du livre. Alors, si vous devez acheter un livre, achetez celui-là. Je vais vous dire pourquoi. 2 bonnes raisons. La première, c'est un très bon livre. Agréable à lire, concret. Mais la deuxième raison, c'est que tous les droits de ce livre-là, à 100%, vont à une association qui s'appelle Émergence, que j'ai fondée avec ma compagne qui est ici. Et 100% des revenus du livre va financer des projets d'accès aux soins de santé et à l'éducation pour des enfants dans des pays où ils ont moins de chance que nous, au Brésil et au Tibet, et vont financer aussi le SAMU social qui, pendant les périodes de grand froid, aide les sans-abri à Bruxelles. Donc. Alors, si vous ne le savez pas encore, notre association, on organise tous les ans une grande journée à Bruxelles. C'est une journée vraiment un peu comme cette soirée, mais sur toute la journée de partage, d'échange, où viennent parfois des musiciens, des auteurs que vous connaissez, et on est entre pratique et échange. Et cette année-ci, j'ai mis la date, 26-27 septembre, voilà parmi les orateurs qui seront là, tous extraordinaires. Alexandre Jolien, le philosophe Alexandre Jolien, ça vaut vraiment la peine de venir l'écouter, quelqu'un qui est handicapé, qui est resté, je pense, les 17 premières années de sa vie dans une institution, jusqu'au jour où, parce que quelqu'un a cru en lui, il a fait des études de philosophie, il est aujourd'hui un philosophe d'abord extraordinairement utile à notre société, mais aussi captivant à écouter. Alors il y aura Mathieu Ricard, qu'on ne présente plus, avec son merveilleux dernier livre, mais aussi Plaidoyer pour le bonheur, pour ceux qui l'ont lu, maintenant son livre sur l'altruisme. Christophe André, un psychiatre français qui a écrit un extraordinaire livre sur la méditation, Méditer jour après jour, vous connaissez peut-être, avec un CD. Il a une très très belle voix en plus. Et ici, vous avez Maria João Pires, qui est une pianiste portugaise, qui est prof à la chapelle Reine Elisabeth, qui sera là aussi. Et c'est une dame extraordinaire, vraiment d'une vie. Je pense qu'elle a un peu plus de 70 ans, et elle est comme une jeune fille, tellement elle est pétillante. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a une petite vidéo très très intéressante sur elle, qui nous parle de pleine conscience. Et elle raconte qu'un jour, elle était à un énorme concert, où il y avait des milliers de personnes qui l'attendaient. Et au moment où elle met ses doigts sur le clavier, elle entend les premières notes, elle se rend compte qu'elle a répété et préparé le mauvais morceau, la mauvaise pièce. À ce moment-là, vous imaginez? Et elle est prise vraiment d'un moment quelque part de panique. Vraiment. Et là, elle se reconnecte à l'instant présent, elle a un dialogue avec le chef d'orchestre, et en se reconnectant à elle-même, elle met ses doigts sur le clavier, et elle joue merveilleusement ce morceau qu'elle n'avait pas répété. Et donc voilà aussi comment cette compétence est concrète en nous reconnectant à nous-mêmes. Nous nous reconnectons aussi à nos ressources. Alors il y a une bonne nouvelle, une demi-bonne nouvelle, c'est que mon dernier ouvrage, quelques-unes des histoires sont là aussi, s'appelle Éloge de la lucidité, sort le 24 février chez Robert Laffont, mais Nadia et l'ami Alain qui gère les livres ici en bas avec son ASBL, ont réussi à avoir quelques exemplaires, pas assez pour tous ceux d'entre vous qui vont se jeter dessus, bien évidemment, mais Alain a promis que ceux d'entre vous qui veulent peuvent l'acheter ce soir, et il vous l'enverra gratuitement, donc pas de frais d'envoi, et sinon vous attendrez que le 24, que ça sorte. Et pour terminer la soirée, je ne pourrais pas terminer sans vous raconter encore une histoire, bien sûr. Alors c'est l'histoire d'un garçon qui cherche désespérément le bonheur. Alors il a un jour, une nuit, c'est un berger, il fait un rêve, il rêve que de l'autre côté de l'océan, là-bas, quelque part, le bonheur l'attend.
traverse l'océan, il entend parler d'un vieil homme sage qui habite dans un grand château et qui, dit-on, connaît le secret du bonheur. Le garçon va le voir, le rencontre dans la cour de son merveilleux palais, et l'homme lui dit « Écoute, si tu veux, on en parle plus tard, je n'ai pas vraiment le temps maintenant, mais en attendant, tiens, voilà, je vais te donner une tâche. Voilà une cuillère qui est remplie d'huile. Ce que je te propose, c'est d'aller faire le tour des merveilles de mon palais, mais attention, tu ne peux pas laisser tomber une goutte d'huile de la cuillère. » Le garçon fait le tour du palais, revient tout fier. Pas une seule goutte n'est tombée. Le sage lui dit « Bravo, mais est-ce que tu as vu mon jardin merveilleux avec mes oiseaux multicolores, mes arbres qui viennent de tous les coins du monde? Est-ce que tu as entendu le chant de la cascade que j'ai créé là? Est-ce que tu as vu les millions de livres de ma bibliothèque? » « Non, dit le garçon, bien sûr, non, j'ai rien vu, un peu penaud. »« Retourne, lui dit le vieux, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un si on ne connaît pas sa maison. » Le garçon repart, il revient, des soleils plein les yeux, et il dit « Vieil homme, tu avais raison, ton palais est la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Le chant de tes oiseaux, c'est la musique la plus extraordinaire qu'un être humain peut entendre. Et les livres de ta bibliothèque, eh bien, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi merveilleux. »« Ah, lui dit le vieux, mais regarde ta cuillère, plus une seule goutte d'huile dans la cuillère. » Le secret du bonheur, lui dit le vieil homme, c'est d'être capable de savourer toutes les merveilles de mon palais, sans jamais laisser tomber une seule goutte d'huile de la cuillère. Merci et belle soirée à vous tous. Merci beaucoup à Nadia de l'invitation.